Mon patron, je lui dis, tu sais, j'ai comme l'impression que je vais tomber malade pour la semaine qui vient. Il dit, mais comment est-ce que tu peux anticiper sur le Sur fait une que tu vas maladie. tomber malade? J'ai dit, moi, je sens ça, je sens ça. C'est une écrivaine et figure emblématique du monde du journalisme et de la communication en Côte d'Ivoire. Elle a été à la rédaction de nombreux magazines que vous connaîtrez certainement, Esprit, Moll Magazine et Kilimandjaro. Elle rejoint ensuite la team de Live TV en tant que responsable éditoriale, puis directrice éditoriale et de production. Elle est l'auteure de 2 livres, dont le plus récent, Il y a un Dieu pour les cons, est un franc succès. Mesdames et messieurs, je suis rejointe par Charlène Danon pour ce nouvel épisode de City Mag, ce podcast qui donne la parole aux leaders d'opinion. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'équilibre entre travail, vie personnelle et bien-être. Charlène, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Ça me fait assez sourire quand vous parlez d'équilibre parce que j'ai l'impression de ne pas être la bonne personne ou bien la personne outillée pour parler d'équilibre, mais je vais quand même vous dire Bah oui, on aimerait quelle est ma avoir aussi votre réalité. expérience parce que voilà, je pense qu'on n'est pas tous des humains identiques, donc ça serait bien de voir comment est-ce que vous arrivez à vous organiser. Alors, je vais essayer d'être le plus authentique possible et le plus honnête avec vous. Bon, la première question, tout de suite, là, on se jette dans la mare, c'est de savoir si Charlène se lance complètement dans l'écriture ou souhaite continuer d'évoluer dans la communication. Alors, je lui dis, je me présente dernièrement comme une vendeuse de livres. Voilà, c'est aussi basique que ça. Je vends les livres, vous me donnez de l'argent et puis ça va, la transaction elle se termine là. Est-ce que je me lance? Oui, je pense que le prochain livre ne mettra pas autant de temps que le second a mis pour paraître. D'accord. Voilà, mais est-ce que j'ai envie de faire une carrière exclusive? Je ne sais pas encore parce qu'en dehors de l'écriture des livres, je fais aussi scénariste. Oui. Donc ça aussi, c'est un métier où je prends des projets, sauf que je suis très sélective sur les projets que je prends D'accord. de séries et de films. Et puis, j'ai un niveau d'exigence au niveau du cachet sur lequel je ne transige pas. Bah, Ce qui fait que peut-être que je suis pas à portée de de certaines productions parce que je sais aussi le retour que ça va faire et c'est des années d'expérience, c'est une culture, c'est du milieu, mais une recherche souvent qu'on fait pour sortir des scénarios. Donc à partir de ce moment-là, j'en prends très peu. oui. Mais une fois que j'en prends, je m'assure que le travail, il est très bien fait. Et voilà, les retours, c'est le succès qu'on a connu, par exemple, avec Maquisard. Oui. À ce niveau-là, je vais continuer ça, Oui. aussi l'écriture. Dans la communication, c'est vrai que ce n'est pas une communication classique parce que je suis, on va dire, spin doctor pour certains hommes politiques dont je ne vais pas citer le nom ici. Mhm. Et ça, c'est un aspect de ma vie que je n'aimerais pas, je n'aime pas mettre en avant. Oui. Voilà, parce que là-bas, il s'agit de mettre en avant d'autres D'autres personnes. personnes, tout à fait. Voilà. Et pour me protéger, parce que je n'ai pas peur de mes opinions, mais pour garder euh, le mystère autour de cette partie Oui. de mon boulot, voilà, Oui. et aussi pour protéger les personnes pour qui je travaille et Bien in sûr. fine pour me protéger moi-même. Tout à fait. Ça, c'est une chose que je vais peut-être continuer de faire ou pas, Mhm. mais voilà, pour l'instant, ce qu'on doit retenir, c'est que je suis écrivaine, scénariste, voilà. Et maintenant, si la communication, tu penses au monde de la télé ou de la production, Mhm. voilà, parce que quand je sors, il y a un Dieu pour les cons. Tout ce que le lecteur, après avoir parcouru l'œuvre, attend, c'est de dire quand est-ce que la version Oui. cinématographique va sortir et autres. Donc, je peux toujours m'associer à des projets de production et à des projets de cinéma, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment les scénarios et le livre. C'est D'accord. comme ça que je m'identifie actuellement, bien que je n'aime pas tellement m'identifier par mon travail. J'ai mis des années à le comprendre. Mhm. Avant, j'étais quelqu'un de très acharné, de très
avec des idées très arrêtées sur ce que le travail pouvait apporter dans la vie d'une personne. Mhm. Et donc, j'arrivais à dire aux gens facilement, c'est ton travail qui te définit, c'est par ton travail que tu te définis. Mais c'était archi faux, comme les gens le disent. Donc, Ça a évolué aujourd'hui. voilà, mais vraiment, ça a vraiment évolué. Bah, on est content de l'apprendre parce que de ce que tu as pu dire tout de suite, on note qu'il y a toujours ces multiples casquettes-là que tu continues de porter, que tu souhaites continuer de porter. Oui, c'est ça. Et ça amène à la seconde question que je vais te poser maintenant, c'est de savoir, tu as travaillé dans différents domaines, notamment la presse en ligne, la presse écrite, même la presse pour enfants, et aussi à la télévision. Donc, nous, on aimerait savoir quel est le médium qui t'a le plus, on va dire, marqué, préféré et pourquoi. Mais je peux déjà te dire celui que j'ai pas préféré. Ah, bah on est curieux. Au moins ça. Celui que j'ai pas vraiment aimé, c'est le média des enfants. Ah oui, pourquoi? C'est vrai, je suis une personne, je dirais pas adorable, mais j'ai un contact facile avec les enfants, mais je n'ai pas le langage qu'il faut pour parler aux enfants. C'est vrai que ça peut être compliqué. Voilà, et je me suis retrouvée en position d'imposteur quand j'étais dans ce magazine-là. Et c'est comme si on demandait à mon cerveau de redescendre à des niveaux de simplicité qui étaient finalement beaucoup plus complexes pour moi. Oui. Donc, avec honnêteté, j'ai parlé à mon responsable d'alors, qui était M. Adou, responsable du magazine Kilimanjaro. Je lui ai dit, patron, je suis bien, désolée, mais je ne vais pas continuer parce que je ne m'y sens pas du tout. J'arrive pas à avoir cette connexion que j'ai quand je parle d'autres choses ou de choses d'adultes. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté ce magazine-là. Pas avec regret, mais je pense que peut-être que j'aurais pu faire preuve de plus d'ouverture, mais ça passait pas. Au moins, c'est honnête. Oui, c'est très honnête. Et ça t'a ouvert vers d'autres horizons multiples, divers et variés. Après ça, je suis allée sur je sais pas s'il faut le dire, mais je suis allée sur Life Magazine, là où j'ai pris la tête de la rédaction de Life Magazine. Et c'est juste après Life Magazine que je suis passée à la télé. Et du coup, comment tu as trouvé l'équilibre entre tes différentes casquettes, c'est-à-dire passant de rédactrice à éditrice, puis chef à la télévision? Comment tu as réussi à trouver l'équilibre? Est-ce qu'on trouve l'équilibre? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est très intéressante dans toutes ces cordes à mon arc, c'est qu'on part de la même racine. Oui. C'est l'écriture, c'est le monde de l'édition. Voilà. Donc, il y a Mohamed Diaby en son temps qui disait que tu es un éditeur de contenu. Parce que je n'arrivais pas à me positionner si je suis écrivain, si je suis journaliste, si je suis scénariste ou autre chose, essayiste, poète et tout ça. Donc, il disait, Charlène, dis simplement que tu es un éditeur de contenu. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans la conception, on est dans la création et autres. L'équilibre, peut-être c'est dans les temps de travail. OK. Voilà. Comment on gère, tu es dans une rédaction, tu vas faire tes semaines, tu vas sortir ton magazine et pendant ce temps, tu es en train d'écrire un livre et à des moments, on va t'envoyer un scénario. L'une des premières séries que je réussis à écrire et qui passe à l'écran, c'est Allô Tribunal, qui a tourné sur TV5, NCI, plein de chaînes télé ici. Et au moment où je l'écrivais, je travaillais pour le groupe Voodoo. Donc, il fallait jongler. Et j'ai une anecdote un peu bête, mais je vais voir mon patron, je lui dis, tu sais, j'ai comme l'impression que je vais tomber malade pour la semaine qui vient. Il dit, mais comment est-ce que tu peux anticiper sur le fait que tu vas tomber malade? Je lui dis, moi, je sens ça. Et à vrai dire, j'étais obligée, des fois, pour des projets d'écriture, de prendre des semaines. Voilà, avec tout ce que ça pouvait impliquer comme coupure sur salaire. Voilà, pour aller faire des résidences d'écriture, pour pouvoir sortir les œuvres, les scénarios. Parce que je ne pouvais pas laisser la rédaction. Tu n'es pas très frais si tu penses rentrer chez toi à la maison et prendre ton ordinateur et venir travailler maintenant sur un scénario, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Donc, on prenait de ces résidences d'écriture sur une semaine et c'est là où, parce que l'écriture en plus d'un scénario, ça peut te prendre 3 mois,
Oui. 6 mois facile. Oui. Mais là, du coup, il faut vraiment faire vite parce que tu as un autre métier. Donc, Oui. c'est 7 jours sur 7, on se lève, tu prends quoi, 2-3 jours pour le développement du projet. Parce que la plupart, et c'est dommage parce qu'il faut que les gens apprennent et c'est pour ça qu'il faut qu'ils se forment à l'écriture d'un scénario. Aujourd'hui, quand tu demandes à un scénariste de te sortir un scénario, il te met juste épisode 1, il te met le pitch et puis il commence. C'est pas là que le travail d'un scénariste commence. Il commence par le développement. Oui. Voilà. Donc, dans le développement, tu as tout ce que tu vas appeler intention, tu vas appeler Bible des acteurs, Oui. fiches techniques, Oui. même de la production, tu vas sortir tout ça. Donc, au niveau du développement, vous vous imaginez qu'on peut prendre 3 jours, 4 jours pour développer l'univers de toute une série. Wow. Voilà. Et ces jours-là, c'est vraiment quand c'est en accéléré. Sinon, quand vous voulez prendre votre temps pour faire un bon travail, Oui. vous êtes sur un temps minimum d'1 mois pour le développement d'une série. Wow. Minimum. Ça, c'est si vous êtes bon et efficace. Donc, on arrive à ce moment où tu es obligé de compresser Oui. ton temps. Oui. Et donc, pour compresser mon temps et pour pouvoir travailler sur ces projets-là, finalement, j'étais obligée de prendre des congés Oui. non payés dans mon entreprise pour aller travailler. Voilà. Et puis, je rajoute peut-être 2 jours de maladie anticipée dessus pour gagner un peu plus de temps, pour me reposer, pour rentrer. Donc, vraiment, c'était ça. Et puis, bon, en dehors de ça, l'écriture de l'œuvre, comme je dis, paradoxalement, ça a pris 8 années d'écriture parce que je n'avais pas le temps de m'asseoir et de finir. Pourtant, dans ma tête, l'œuvre était achevée depuis l'an 1. Mais il fallait maintenant prendre le temps de l'écrire, de le réécrire, le relire, ajuster. Voilà, les chapitres qu'on perd, qu'on retrouve, tous ces éléments-là. Et ça, c'est aussi sur des temps, finalement, qui sont consacrés à du travail où un autre employeur te paie. Tout à fait. Et ça peut être grave, compliqué de s'en sortir comme ça. C'est bien que tu évoques ce côté-là parce que ça me ramène à la question suivante sur comment est-ce que tu arrives à trouver, certes, l'équilibre. Tu as dit que tu jonglais, mais aussi ton bien-être dans tout ça, dans toute cette équation. Mon bien-être, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'entame. Je disais que... qu'est-ce que tu vois, j'ai un blanc là, ça veut dire que ça va pas. Là, je pense que tu es dans la pratique au quotidien de ça. Je suis toujours dans la pratique de cela, mais je disais tout à l'heure que l'équilibre là. Après, chacun trouve son rythme. Oui. C'est important. Chacun trouve son rythme. Il y en a qui travaillent en accéléré. Il y en a qui arrivent à travailler sous pression. Il y a des procrastinateurs professionnels. Ils vont toujours remettre à demain. Mais chacun trouve son rythme. Moi, je disais tout à l'heure qu'il y a des années, je me définissais par mon travail. J'étais une boulimique du travail. Et peut-être c'est dû aux expériences que j'avais vécues et que je voulais absolument prouver quelque chose. Je voulais me noyer dans ce travail parce que pour lui, c'est ce qui me représentait. Je ne sais pas ce que je voulais prouver d'ailleurs. Mais il y a à peine 6 mois, j'ai démissionné. J'ai démissionné de mon poste parce que j'ai travaillé sur une campagne longue. Parce qu'on a eu les élections dernièrement régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, une partie de mon travail m'obligeait à être sur les routes et à préparer la campagne pour des candidats. Bien sûr. Et j'étais tellement essorée à la sortie de ça. J'étais tellement fatiguée. J'étais limite en burn-out. Je me suis levée un matin et je suis allée voir mon patron et puis je lui ai dit, je m'arrête là. Je peux pas. Il a dit, mais tout le monde était, écoute Charlène, t'as ta famille, t'as les enfants, c'est combien t'as de responsabilités, t'as une très grande famille, ce qui n'est pas caché, tu es dans beaucoup de choses. Tu t'arrêtes là comme ça, du coup c'est réfléchi ou pas? J'ai dit non, je peux même pas en fait avancer. Je peux pas avancer, je peux plus être productive, ça va pas, je n'y arrive pas, j'étais irritée constamment. Et toute chose qui venait, je n'avais pas le recul suffisant, j'étais en mode défensif.
parce Oui. que j'étais fatiguée. Oui. On avait une campagne intense. On avait eu une année à prendre tous les petits chemins dans les villages et tout ça, et à rentrer à 2h du matin, 3h du matin, de fois manger à 4h du matin. Wow. Et en plus de ça, vous allez écrire le discours pour vous réveiller le lendemain à 6h du Oui. matin. Vous allez vous assurer que sur les meetings, tout est bien placé. En dehors de ça, vous allez vous-même aller prendre un peu votre roman, vous allez gratter un peu, relire un peu, tout ça. En même temps, j'aime beaucoup l'argent, ça, je dis ça souvent. En aimant beaucoup l'argent, je passe à côté, je prends un petit projet ici, je prends un autre projet ici. Donc, il faut que je rende des comptes aussi. Il y a des Bien gens, sûr, tout à fait. et il faut que j'accomplisse les tâches et ces petits trucs que je prends à côté pour vivre ma vie d'avocat. À la fin de la journée, c'était trop. Ouais. Tu as évoqué un mot, enfin un groupe de mots, burn-out. Ouais. Est-ce que tu peux qualifier cette période-là comme un burn-out? Oui, c'est un vrai burn-out que j'ai fait. Et je me suis levée. J'étais en larmes quand je démissionnais. J'étais dans un état second. C'est clair, nous tous on se regardait, on dit non, ce n'est pas le fruit d'une réflexion de combien. C'était juste, voilà, le frein d'urgence. Oui. Quand il faut appuyer dessus, il faut appuyer dessus. Parce Tout à fait. qu'après ça, je ne sais pas ce que j'aurais été. Et je rentre chez moi. Mais la première chose que je fais, c'est dormir. Oh. C'est 3 jours sans sortir de mon lit, sans prendre d'appel, sans prendre d'engagement. Mais dormir comme un bébé parce que j'en avais besoin. Parce que ma santé mentale Oui. en était affectée. Oui. Et je n'arrivais plus à être lucide dans ma prise de décision et même dans mes interactions Oui. avec les gens. Parce que si vous voyez mon parcours et mon CV, c'est une succession de postes que je prends. Et on me débauche. Et quand on me débauche, on me donne à peine 3 jours de congé. Exact. Je reprends le boulot ici. Les vacances, j'en ai très peu eu ces dernières années. Oui. Très peu. Voilà. Donc, c'est pour te dire à quel point, si on ne cherche pas cet équilibre-là, Oui. il s'impose à nous. Hein. Absolument. Il est là. Il nous terrasse. Notre corps nous demande de nous arrêter. Exactement. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, après, je me suis relevée sur ces 6 mois. J'ai dit, bon, c'est le moment de sortir. Finalement, il y a un Dieu pour les cons. Oui. Voilà, et c'est ce temps-là que je prends pour venir parler avec toi gentiment ici, avec beaucoup de plaisir. Mais je veux dire que il est arrivé ce moment-là où il me fallait, quand on parle de bien-être, il me fallait revenir à moi-même et à me dire, attention Charlène, tu n'es pas le travail, tu ne seras jamais le travail. Il y a le travail, il y a toi et il y a même la famille. Oui. Moi, je suis arrivée à un niveau de détachement vis-à-vis des charges parentales de famille qui font que je n'ai aucune espèce de culpabilité quand je ne peux pas faire une chose vis-à-vis de mes enfants ou de ma famille. Je suis très honnête là-dessus. Une femme ne peut pas tout faire. Un homme ne peut pas tout faire. Alors, moi, je ne suis pas la maman superwoman qui va courir, aller te chercher à l'école, aller te déposer quand tu as fait... Non, pardon, je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas. C'est honnête. Non, c'est très honnête de ma part. Et c'est pour ça que je dis peut-être que je ne suis pas la bonne cible. Mais ça a le don de vous protéger, de ne pas faire... C'est pas de la prétention. Voilà, je ne prétends pas réussir quelque chose. L'éducation, tu l'as réussi avec tes enfants. On implique les enfants dans leur éducation. Eux-mêmes, on leur apprend à être très autonomes dès le départ. Et moi, j'ai eu mon fils très jeune. D'accord. Voilà, moi, j'étais au lycée quand j'ai eu mon garçon, en classe première. Aujourd'hui, il est en licence de communication aussi. Le deuxième, elle a 13 ans. Donc, à ce stade de ma carrière, ce sont des personnes qui sont très autonomes. Après ça, j'ai toute une ribambelle de neveux que j'ai autour de moi et que j'affectionne et tout. Je ne culpabilise pas de ne pas être là des fois pour des événements, de ne pas pouvoir faire des choses. Je privilégie le temps de qualité avec eux que le temps de quantité. D'accord. Parce qu'en termes de quantité, quoi qu'il en soit, c'est 24 heures pour tout le monde. Bien sûr. Et chacun fait comme il peut pour s'arranger dans ces 24 heures-là. Et du coup, les enfants, tu les impliques, tu as parlé d'autonomie, est-ce que tu les impliques dans le fonctionnement même de la maison au quotidien, de sorte à ce qu'ils soient complètement... Moi, je n'ai pas de nounou, par exemple. Oh. Non.
Peut-être que je fais du tort à des jeunes filles qui cherchent du travail et tout ça, mais j'ai pas de nounou et j'ai une organisation de la maison qui fait que chacun a sa part. Et c'est vrai que je suis très occupée, mais je suis très maniaque du ménage aussi. D'accord. Donc ça, c'est la seule partie de la maison qui fait que non, je me détends. Ok. Moi, je me détends en faisant le ménage. Oui, oui. En général, Par contre, quand on fait du manuel. Voilà, par contre, je ne cuisine absolument pas. Et ça, mes enfants peuvent me pardonner aussi. Je ne suis pas née pour leur faire à manger. Ça, c'est un truc qu'il faut que ce soit très clair pour eux. Oui. Et peut-être pour l'homme qui voudra penser quelque chose. Donc, imagine-toi, si ça ne va pas pour les enfants, ce n'est pas pour toi que ça va aller. Voilà, donc, ils s'adapteront. Tout le monde s'adapte. Il y a à manger partout, il y a à manger, à boire partout. C'est sûr. Que ce soit fait des mains de maman ou pas, tant que c'est bien fait, c'est bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que on a cette organisation de la maison qui fait que chacun prend sa part dedans. Oui. Parce que même moi, maman, avant d'aller au travail, vous allez me voir récurer toute ma maison, nettoyer mon espace de vie, mon environnement, pour qu'il soit clean. Et puis peut-être maintenant, confier la cuisine à qui veut bien. Parce qu'on ne peut pas demander à une femme carriériste à la fois d'aller au travail et de venir faire à manger, tout ça. Donc, à ce niveau, on délègue. Bien Sauf sûr. que nous, notre organisation familiale fait que nous sommes toute une famille qui vivons sur un immeuble où chaque frère a un appartement. Tout à fait. Donc, du coup, le neveu, il est en bas ou il est en haut, mais Oui. il est pris en charge par un membre de la famille. Oui. Ce qui me facilite grandement la tâche dans ma façon de fonctionner. Donc, les enfants, oui, on les implique. Et surtout, quand je parle d'être très honnête avec mes enfants, c'est que l'implication de mes enfants va jusqu'à dans ma sphère professionnelle. Ah, d'accord. Quand j'étais à la télé, il y a des programmes sur lesquels je faisais venir mes enfants et on veillait. Ah, veiller. Oui, je parle par exemple d'un programme qu'on appelle La Main de Fer sur Live TV, Oui. où c'est les gens pouvaient mettre très long, voilà, non-stop, les caméras ne s'arrêtent pas. Ils sont avec toi. Ils sont avec, et les gens de la prod aussi sont là. D'accord. Donc des fois, je ramenais ma fille et on avait des espèces de couchettes là, ma fille, mon garçon. Et puis voilà, on dort là. Il y a eu même une anecdote par rapport à ça, où ma fille, l'année où la femme a gagné, Madame Adjoumani, je pense c'est son nom, elle était sur le point de craquer. Et puis moi, je sors des studios, je vais retrouver ma fille, on est vers 4 heures du matin, un truc comme ça. Oui. Et ma fille qui est encore en train de tourner, et puis elle me dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, Madame Adjoumani va craquer, c'est un homme qui va gagner. Elle dit, maman, est-ce que tu peux descendre aller dire à Madame Adjoumani qu'elle peut compter que je compte sur elle. Oh là là. Que je compte sur elle pour qu'elle gagne. Donc moi je descends, on tourne, la dame elle est en souffrance parce qu'elle veut sa voiture, elle a ses propres motivations, elle a un homme en face d'elle, donc le rapport de force n'est pas équilibré. Tout à fait. Mais je vais quand même, je dis Madame Adjoumani, ne craquez pas parce que j'ai un message de la part de ma fille vous demande de tenir bon. Oh. Je pense que ça a beaucoup compté. Et heureusement, elle a gagné. Mais la petite histoire, c'est que quand Madame Adjoumani finit de gagner, il est vers 6 heures du matin, on est tous contents. Ma fille est réveillée, elle vient. Elle demande à ma fille, comment tu t'appelles? Et ma fille dit, je m'appelle Elisha. Madame Adjoumani commence à pleurer 3 fois plus. Pourquoi? Parce que sa propre fille s'appelle Elisha. Oh là là, la coïncidence. Voilà. Et elle s'est dit, c'est un message que ma fille a passé par votre fille. Donc voilà comment j'implique mes enfants, mes garçons, sur les plateaux de production. En termes d'écriture, des fois je suis fatiguée, mais vous allez voir ma famille qui va s'organiser autour, surtout sur les scénarios. Des fois je parle et puis j'ai ma soeur qui saisit parce que j'ai les mains qui me font mal. Je peux plus saisir parce que vous avez les mains qui sont endolories quand vous faites des heures d'écriture. Donc ma soeur me dit, donne, je réécris pour toi et puis tu vas le remettre en mais voilà, donc dans ce truc-là, mon équilibre, si vous voulez savoir si mon équilibre a un nom, c'est ma famille. Je pense que c'est très puissant, édifiant aussi pour les personnes qui nous suivent. Et en parlant de famille, il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, mais on est curieux de savoir si le conjoint est aussi impliqué, puisqu'il y a des... tu as parlé du fait que tu n'es pas le profil idéal, mais je suis pas d'accord avec cette manière de penser. Nous sommes des humains pluriels. Oui. Donc, je me dis que chaque comportement, chaque manière de vivre, chaque humain a ses potentialités, ses plus, ses moins. Et la personne qui vient justement vers toi
et il vient en connaissance de cause. Donc, comment est-ce Absolument. il contribue à tout ça, tout cet équilibre-là? Déjà, la contribution du conjoint, elle est très spirituelle et psychologique, avant même d'être matérielle et autres. D'accord. Parce que quand on vit dans un environnement aussi intense, on a besoin d'avoir des discussions légères, Oui. douces, modérées avec quelqu'un. Ça fait partie de l'équilibre aussi. Ça fait partie de cet équilibre-là. On a besoin d'interagir avec quelque chose de simple. Oui. Voilà, on ne se prend pas la tête. On a fini de parler tout ce qui est technicité, expertise, chacun dans son domaine. Quand on se retrouve, c'est quelque chose de très intime. Voilà, on partage sa journée, on la décharge et tout. Et voilà, malheureusement, on fait des métiers qui font qu'on ne vit pas forcément dans les mêmes pays. Oui. Voilà, mais on arrive à trouver ces moments-là pour nous deux. Oui. Voilà, où on se parle, où on se dit les choses, où on craque, on se permet de craquer devant l'autre et que cette personne est là pour entendre votre besoin de craquer. Oui. Pas forcément de le résoudre. Oui. Parce que la différence souvent dans les interactions entre hommes et femmes, c'est que l'homme pense souvent que quand la femme elle parle, c'est pour lui demander de résoudre le problème. Non. Alors c'est juste une écoute. De prêter l'oreille. Exactement. Et d'être l'éponge qui va absorber ce trop plein d'énergie négative, voilà, et puis qui va l'apaiser. On ne vous demande pas d'aller chercher des solutions parce que ça crée aussi une frustration. Quand on finit de lui dire ça et qu'il ne se sent pas à même de régler le problème, il y a cette frustration-là à son niveau. Bien sûr. Et puis, il y a des incompréhensions bêtes comme ça qui sortent de nulle part. Ma femme n'est pas son temps à se plaindre. Non, elle ne se plaint pas, elle te parle. Bah oui. Il te raconte sa journée, ses déboires, son béret, ce que sa voisine a fait, ce que la dame sur la production, ce que son supérieur a fait. Et on est dans cet échange-là qui ne demande rien d'autre à l'autre que d'être dans la présence. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Alors, est-ce que tu as des outils justement que tu utilises pour pouvoir naviguer entre tes différentes vies? Alors, je pense que au stade où j'en suis, il me faut peut-être une assistante ou un assistant. C'est quelque chose qui aide pour des niveaux de responsabilité. C'est très important de s'entourer d'une équipe. Mais ce n'est pas encore fait. Si, je t'ai dit, mon équipe, c'est ma famille. Mais ça tombe bien, une famille qui est présente, qui est accessible et tout ça. Qui est très accessible. Mais en dehors de ça, on a tous les tips aujourd'hui. Il faut un planning, une espèce de planning. Oui. Même si ce n'est pas respecté, mais il faut au moins quand même. il faut ce qu'on appelle la to-do list, c'est le b.a.-ba. Quand vous vous levez en journée, il faut que vous notiez exactement ce que vous avez à faire, les appels que vous avez à passer, les dossiers que vous avez à transmettre. C'est plus simple et à la fin de la journée, vous cochez. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, et puis pour tout ce qui est travail qui engage d'autres personnes, il faut apprendre à déléguer. Voilà, parce que quand à un moment on se dit qu'on est Superman et qu'on peut tout faire ou qu'on ne fait pas confiance aux gens, on n'est pas loin du burn-out. Voilà. Donc c'est une solution aussi pour éviter ces... Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à, comment je peux dire, à identifier les tâches et à les répartir en fonction des compétences qui ont été également identifiées autour de soi. Donc ça, c'est très, très, très important dans la façon d'équilibrer. Après, nous, les artistes, moi, c'est en pleine nuit que ça peut me prendre. Tout à fait. Voilà, quand on prend Il y a un Dieu pour les cons, il finit avec une date 26 octobre. C'est là que j'ai fini d'écrire le roman. Il est à 3h du matin. Non. Je me retrouve un peu dedans. Voilà, donc nous les artistes, c'est vraiment au feeling. Moi, je peux passer ma journée à flâner, à ne pas travailler, à ne rien faire. Et puis à partir d'une certaine heure, je vais commencer à bûcher, je vais bosser et tout ça. Mais dans des tâches précises de l'employé, bon, de toute façon, si vous êtes un employé, vous avez vos tâches, vous avez vos heures de travail. Voilà, et je dis, ne faites pas comme moi, ne tombez pas malade pour faire des choses autres que ce pourquoi vous êtes embauché sur le lieu de travail. Voilà. Et puis, pour les autres façons de s'organiser à la maison aussi, il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à rendre les enfants autonomes très tôt. Voilà. C'est pas un désamour, c'est pas un détachement. La mère super productrice ou le père super protectrice, je veux dire. La mère super
protectrice ou le père super protecteur, ça peut avoir un effet contraire sur l'équilibre de l'enfant. Donc, il faut tout faire dans l'équilibre. Un enfant, c'est un arbre qui va pousser seul et qui a les ressources intérieures pour grandir. Donc, on apporte juste l'accompagnement. Donc, il faut comprendre à quel moment, voilà, on lâche du lest et on leur permet de prendre leurs propres décisions, de faire aussi des erreurs et tirer les leçons de leurs erreurs. Absolument. C'est admis. Et c'est qu'il était important pour moi de relever, surtout en tant que femme. Je pense que souvent, on a nos jeunes mecs qui se mettent de telles pressions. Voilà, moi, j'avais une jeune collègue quand j'étais à Vaudou, je ne vais pas citer son nom, mais qui venait d'avoir son bébé, mais qui chaque 2 minutes, elle appelle. Quand elle est à la maison avec son enfant, elle le suit comme ça. Elle va tomber. Je pense que ça arrive à 90% des femmes. Oui, je voyais ce stress-là. Je la voyais tellement stressée. Il faut que tout soit parfait. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'il y a l'eau à faire ci? Je lui ai dit, respire. Respire. Wow. Il faut respirer. Dans la façon de dire, on a entendu la respiration. Oui. Ça fait du bien. C'est ça. Donc, il faut respirer parce que, voilà, ils vont grandir. Tout à fait. Que vous le vouliez pas, faites-vous confiance. Faites-leur confiance. Oui. Voilà, faites confiance aux gens qui sont autour de vous. Et laissez les gens vous aider. Oui, surtout ça. Surtout ça. Laissez les gens vous aider. On ne peut pas faire autant de métiers avec autant de distance souvent dans ces métiers-là sans accepter que quelque part, on ne soit pas au top niveau. Ça, c'est très important. C'est très important. Dans toute cette nébuleuse, du temps pour toi-même, comment tu le trouves? J'adore les massages. Ah! Ça, c'est un truc, c'est mon péché mignon. Le temps d'1 heure à te couper de tout et à laisser quelqu'un te malaxer de sa main dure ou douce, ça dépend de sur qui tu tombes, voilà. Mais c'est toujours agréable de prendre du temps pour soi. Je n'arrive pas à sortir pour les soins, donc je fais venir souvent des gens chez moi à la maison pour mes soins, tout ce qui est qui fait. Mais j'en fais le moins possible, par contre, parce que je vais pas mettre des tissages que je vais renouveler chaque semaine. Oui. Non, vraiment, j'en fais le moins possible. Oui. Je tiens à rester le plus naturel possible, pour la simple raison que ça me prend le moins de temps possible. Voilà, du temps. Je sais pas, Donc, voilà. toujours chercher le moyen d'en gagner. De gagner un peu de temps. C'est important. Mais je prends des moments. Et puis, il y a des moments où je fais des voyages éclairs de 48 heures hors du pays. Des fois de 24 heures hors du pays. Et c'est suffisant pour toi? Ouais. Vous savez, c'est pas dans le temps de repos. C'est dans la qualité du repos. Bien noté. Voilà. C'est la pas, qualité. Voilà. C'est pas parce que souvent, même vous faites des vacances d'1 mois et puis vous revenez au boulot encore plus claqué, encore plus au sol que vous avez fait des activités et autres. Oui. Mais c'est dans la qualité du repos. Voilà. On ne se laisse pas harper par les intrusions extérieures. Exactement. Moi, il y a des situations qui m'arrivent où je dis not today, Satan. C'est pas possible. Tu vas pas m'avoir aujourd'hui. Arriver à prendre des décisions vraiment très tranchées. Voilà, je prends de la distance vis-à-vis d'un problème, mais je peux décider que cet événement-là, ça ne me concerne pas. Oui. Et surtout, je le fais moi pour bien me reposer et surtout pour reposer mon cerveau, c'est de me déconnecter des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont ceci ils sont très addictifs. Voilà, très addictifs, mais de susciter certaines hormones chez vous qui vous mettent en alerte. Vous avez besoin de répondre à quelqu'un, tel commentaire vous a énervé. Je pense qu'on développe pas de bons réflexes parce que ça devient comme une sorte de besoin à combler qui n'est pas forcément utile. On vous dit, il y a le Ténièque Béret de choses, José a fait ici, il faut que vous alliez étaler votre théorie sur tel artiste, sur tel événement et tout. Qui n'est pas forcément nécessaire. Je le faisais avant. Et puis un jour, j'ai décidé que le monde pouvait continuer sa marche sans que ça ne me dise rien. Si j'ai besoin de donner de la voix parce que c'est pour une cause juste, ok, mais je ne vais pas perdre mon temps en futilité, en choses et mon énergie, parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans toute chose qu'on fait, il y a une dépense d'énergie. Absolument. Donc, il faut savoir dépenser
son énergie. Oui. Voilà. À quel prix je perds cette partie-là? Un peu d'énergie. Oui. Souvent, il y a des histoires qui commencent. Tu sors les gens au quartier où tout le monde s'échauffe. Puis tu dis, je ne vais pas dépenser de l'énergie dedans. Tout pour gagner du temps, de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec toutes les multiples casquettes, tout ce que tu as à faire au quotidien. Et éviter surtout de se retrouver en position de burn-out, Oui. impliquer les enfants, compter sur les personnes autour de soi. Oui, les parents, les cousins. Malheureusement, on est dans une société où les gens ne veulent plus solliciter leurs camarades. Lui, il vit à Angers, l'autre, il vit ici. On ne peut pas solliciter les tatas, on ne peut pas solliciter un homme. Je vais aller vite, mais imagine quelqu'un qui travaille et qui dit, voilà, j'ai pas vu mon père ou ma mère, ça fait 2 mois, 3 mois, on est dans le même pays. Ouais. Il faut s'arrêter. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu as des regrets? Si j'ai des regrets. Concernant la gestion de ton temps? Non, puisque je suis en évolution constante, en apprentissage constant. Oui. Donc j'imagine que c'est des éléments qui devaient arriver dans ma vie pour que je prenne conscience que je n'en avais pas besoin dans ma vie. Je pense qu'on a tous les éléments, en tout cas le maximum de conseils possibles. Ça a été un plaisir d'échanger. C'était pas l'idée de base. En tout cas, on était très, 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 très ravis d'échanger avec toi. Et on espère que les personnes, mesdames et messieurs, qui nous avaient suivis durant ce numéro de City Mag ont pris note, surtout en ce qui concerne les conseils. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur YouTube pour ne rater aucun épisode de City Mag. Merci Charlène d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt.